Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses pour cet nouvel épisode. On est à Carquefou, en Loire-Atlantique, et on est chez Virquin. Virquin, fabricant de toilettes notamment, mais pas que, et on va en parler avec Grégory Lecointre, son président. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Grégory Lecointre. Bonjour Jean-Charles. Merci de nous accueillir. Je le disais dans mon lancement, on n'est pas très loin, enfin, on ne fait pas beaucoup de route aujourd'hui. On est à Carquefou, chez Virquin, vous en êtes le président. J'aimerais qu'on fasse un rapide retour en arrière, un rapide cours d'histoire pour les gens qui ne connaîtraient pas Virquin. L'entreprise, oui, il y a des gens. Si vous ne connaissez pas Virquin. Ne dites pas vos noms parce qu'on ira vous chercher. C'est une entreprise familiale qui a été créée par votre papa Daniel en 77. Que vous présidez aujourd'hui, mais il y a votre frère aussi qui est dans la partie. Comment est née cette aventure familiale? Alors Virquin, c'est le nom de jeune fille de ma mère d'abord. Hein. C'est donc l'histoire commence même avant l'entreprise avec l'industrie. Ah, je savais pas. Je pensais que c'était le nom d'une marque qui avait été créée. Non, c'est le nom de jeune fille, c'est le nom de mon grand-père en fait, qui a eu 2 filles et qui a déposé un brevet dans les années 50 et déjà dans le sanitaire. Et ça s'est très bien vendu. Et puis il s'est dit avec l'arrivée du plastique en Europe, pourquoi pas le fabriquer moi-même pour en maîtriser la qualité et le prix. Et donc, il s'est dit, je vais me mettre à mon compte. Et il a mis son gendre pour démarrer l'usine, parce qu'on ne mettait pas une femme à la tête d'une usine à l'époque. Ouais. Et voilà comment a démarré l'aventure Virquin. Ensuite, donc l'usine fabriquait essentiellement pour le distributeur qui était Virquin Sanitaire à Nantes. Et, donc, il y avait un magasin Virquin Sanitaire? Il y avait un magasin Virquin Sanitaire qui a existé jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui était Place Mélinette et qui a été vendu, et puis qui maintenant est devenu autre chose. Et l'usine a eu comme premier client ce magasin de sanitaire, puis s'est diversifié, a surfé la vague du bricolage en France, la vague du professionnel partout ailleurs. Et voilà, et l'usine est devenue beaucoup plus grosse que le distributeur et on a séparé et filialisé en 77. Donc aujourd'hui, il y a plein d'usines, on va y revenir. Il y a même, c'est marqué sur le site, il y a 4 marques. Il y a Virquin pour les grandes surfaces spécialisées donc de bricolage. Il y a Virquin Pro, il y a Virquin Selmac et il y a Virplast. Voilà, ça ce sont des marques historiques liées aux croissances externes qu'on a fait au rachat. Et la nouvelle stratégie depuis 3 ans, c'est de regrouper sous la marque Virquin et ensuite de travailler les positionnements produits en good, better, best plutôt qu'en différenciant les marques. C'est plus compliqué de communiquer sur 4 marques que de communiquer sur une seule. J'imagine. Donc on est dans le stock de matières premières. Voilà. Vous entendez sans doute toutes les machines travailler. Donc ce sont des billes de plastique. On se fournit où en plastique? Moi, je n'y connais rien. Où est-ce qu'on fournit? Un peu partout. En Europe, on est très bien équipé en fournisseurs de matières premières. Ce n'est pas un challenge de se fournir, mais c'est vrai que pendant le Covid, on a eu des vrais problèmes d'approvisionnement, des usines qui ont été mises à l'arrêt du fait du manque de volume. Et on s'est retrouvé à aller chercher la matière première assez loin. On a l'avantage d'avoir 6 usines dans le monde, donc ça permet d'avoir des sources d'approvisionnement diversifiées en cas de problème ponctuel. Et quand vous recevez du coup cette matière première, là on voit des billes, des sacs de billes. Elle est toujours comme ça, cette matière première? Ça peut être en sac de 25 kg, ça peut être en big bag, ou ça peut être en camion complet livré dans un silo. Et je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. On est sur des sacs, alors qu'on essaye de laisser fermer pour éviter que la poussière tombe dedans. Bien sûr. Mais voilà, on est sur des petites billes de cette taille-là. J'en prends juste 2-3. Allez-y, allez-y. Évitez de les faire tomber par terre parce qu'après on glisse dessus. Hop, voilà. Et ça par exemple, c'est de la matière qui sert à faire des joints. D'accord. Quand c'est mou comme ça. Sinon, on va trouver des matières qui vont être rigides. Ça, c'est dur, vous voyez. Là, on doit être sur du PVC. Là. Donc, du coup, vous achetez de la matière première et vous la transformez vous-même ici. Oui. On va faire le circuit. En fait, ça part dans ces tuyaux et ça rejoint chaque presse avec sa matière spécialisée pour un moule spécifique. On va avancer dans notre cheminement. Il y a combien de personnes ici sur ce site à Carquefou? On est à peu près 300 et le siège est juste à côté, on a une 40aine de personnes. Vous avez aujourd'hui environ 1500 collaborateurs? Non, moins que ça. On est un gros millier dans le groupe avec des usines qui font entre 100 et 300 salariés. Ok, des usines donc en Roumanie? En Roumanie, en France, en Russie, en Afrique du Sud et 2 en Chine. Ouais. Donc vous voyagez beaucoup? Ça m'arrive. Un peu moins depuis le Covid et c'est une très bonne chose. Mais oui, j'ai beaucoup voyagé et j'ai passé quelques années dans les filiales étrangères, donc je voyageais énormément. C'est ce que j'allais dire. Avant de reprendre la direction de l'entreprise, vous avez été notamment beaucoup sur Hong Kong.
J'ai passé 8 ans là-bas, oui. C'était une vraie volonté de diriger on va dire une filiale avant de reprendre le groupe. Ouais. C'était obligatoire, c'est un passage obligatoire. Alors, je pense que pour être un bon patron, il faut connaître un minimum tous les métiers de l'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire être un expert, et je n'ai pas la prétention de me substituer à un régleur machine, par exemple. Par contre, une machine qui ne fonctionne pas, je l'entends, je le sens. Ça, c'est l'avantage. Je pense que c'est nécessaire aussi pour un patron d'avoir connu autre chose que la moquette épaisse du siège, de s'être confronté à la vraie réalité, d'avoir vu des clients satisfaits ou insatisfaits et pouvoir tenir le bon discours. Ici, vous fabriquez tous les produits du groupe ou une partie? Non. Chaque usine fabrique essentiellement ses ventes locales, dans la mesure du possible. Il y a évidemment un peu d'échange interfilial. On essaye de limiter aux petites séries pour ne pas avoir trop de transport, hein, question RSE évidemment. L'objectif, c'est que chaque usine soit le plus indépendant possible. Et c'est particulièrement utile dans des temps comme le Covid, où les chaînes logistiques se sont disruptées, ou quand il y a un conflit, quel qu'il soit, ukrainien en ce moment, mais par ailleurs aussi, les frontières se ferment, les relations se tendent et ça devient difficile. Une usine qui est dépendante d'autres usines peut très bien être amenée à être fermée. Je lisais, parce que vous parliez de montée du mécanisme, que quand vous étiez enfant, c'était quand vous étiez puni, on vous faisait monter des mécanismes. C'est vrai? Alors, oui, quand j'étais puni aussi, mais très tôt, nos parents nous ont communiqué, nous ont un peu éduqué la vie industrielle et ils ont voulu nous donner le goût du travail, je pense, et ils ont très bien fait, mais aussi le goût du diplôme. Vous voyez ce que je veux dire? Je me souviens très bien de ma première semaine que j'ai passée à l'injection. Donc à l'époque, on faisait travailler les enfants, ce n'était pas un problème. J'avais 7 ans, j'ai passé une semaine devant une presse. Et à l'époque, les moules n'étaient pas à bloc chaud, donc il y avait une carotte qu'il fallait enlever à la mano. Cette carotte était très chaude, parce que les pièces qui sortaient des moules étaient très chaudes. Maintenant, les systèmes de refroidissement sont meilleurs, mais à l'époque, c'était très chaud, donc on se brûlait. Il fallait arracher cette carotte qui coupait. Et en plus, à chaque fois que vous ramassiez une pièce, vous preniez une poignée de châtaigne, parce que les presses n'étaient pas à la masse à l'époque. Et donc, on prenait des poignées de châtaigne. C'était vraiment pas agréable. Alors, depuis, le métier a fait beaucoup de progrès. On n'a plus ces problèmes-là. Mais j'ai souvenir très précis de cette réflexion qui disait si tu n'as pas de diplôme, probablement tu feras ça toute ta vie. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à quel genre d'études je voulais faire après. Je le disais, vous êtes avec votre frère. Vous avez un autre frère aussi? Oui, on est 3 frères actionnaires. Comment la répartition des tâches entre vous 3, elle s'est faite naturellement? Il y en a un voilà, c'est une histoire de compétences, d'appétence pour… Oui, tout à fait. J'ai mon frère aîné qui est actionnaire. On était actionnaire indivision jusqu'à 2019. Donc, un frère qui a un sleeping partner, qui a son propre business et qui a fait le choix de ne pas être dans l'entreprise. Il a travaillé quelques années, mais pas très longtemps. Et puis, j'ai mon deuxième frère qui, lui, est au commerce, qui est de formation commerciale, qui est au commerce et qui gère aujourd'hui toute l'Europe du Sud. Espagne, Portugal, Italie. On voit sur le site, il y a marqué qu'il y a les 2 leviers stratégiques. Il y a la prospection de nouvelles zones et la croissance organique. Oui, tout à fait. On reste sur cette stratégie aujourd'hui? Oui, alors le groupe vend dans une 60aine de pays avec une 12aine de directions commerciales. Et aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques années en arrière, les salons nous donnaient des opportunités de créer des nouvelles zones. Mais créer des nouvelles zones, c'est des nouveaux standards, c'est des nouvelles langues à gérer, c'est de la complexité. Et on a fait le choix de développer nos parts de marché là où on se trouve, soit avec des gammes existantes, soit avec des nouvelles gammes, plutôt que de se diversifier sur un plus grand nombre de pays qui est complexe à gérer en termes d'organisation, d'humain, de normatifs très complexes dans la plomberie. Oui, j'imagine, Et aujourd'hui, sur ces 70 pays dans lesquels Virquin est implanté, la part entre, on va dire, France, Europe est vraiment internationale? Alors, la France, c'est 30-40%, un tiers, on va dire. Un tiers du business, c'est le marché français. 2 tiers, c'est le marché européen. Et le dernier tiers, c'est le reste du monde. Qu'est-ce qui est, quand on est le patron d'une boîte comme Virquin, d'un groupe comme Virquin, c'est quoi le plus dur? Ça, c'est une vraie question. Le métier de patron n'est pas simple. Et puis, en même temps, il est intéressant. Donc, je ne parlerai pas en termes de difficulté, je parlerai en termes d'importance. L'importance numéro 1, c'est les hommes. Parce qu'on dit souvent, il faut satisfaire le client, c'est le client qui est roi, mais vous ne satisferez pas un client avec des salariés qui ne sont pas contents, qui ne sont pas bien dans leur job. Donc, on a mis un gros focus ces 10 dernières années sur la qualité de vie au travail.
Et c'est une difficulté, parce que c'est pas simple de satisfaire tout le monde, évidemment, surtout dans un milieu industriel, Ouais. mais c'est notre premier point de focus. Ensuite, c'est la satisfaction du client. Et là, je pense qu'on n'a pas toujours été bon et on est en train de travailler le sujet. C'est marqué dans l'usine là-bas, en grand, oui. Priorité, satisfaction du client. C'est pas faute de le répéter. Ouais. Mais je l'ai vu. Maintenant, on ne peut pas le louper autant. On a beaucoup de clients et on a des clients qui sont très exigeants. Ça, c'est très bien, ça nous fait progresser. Mais on a beaucoup de clients différents avec des exigences qui ne sont pas toujours compatibles entre elles. Donc, c'est là que la discussion avec nos clients et les équipes commerciales, on soutient évidemment, pour expliquer ce qui est souhaitable et ce qui n'est pas souhaitable pour le client. Le client peut aussi demander des choses qui font que ça va dégrader notre qualité de service. Et donc, on a intérêt à dire non au client pour le satisfaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc, c'est pas si simple que ça. Et puis, les difficultés pour le patron, une des difficultés autres que les équipes et le client, c'est de ne pas tomber dans la financiarisation à outrance. Ouais. Ne pas prendre que des décisions financières, même si elles sont importantes. Voilà. Il ne faut pas oublier la vraie vie. Et là, encore une fois, le fait d'avoir vécu en filiale, le fait d'avoir côtoyé les clients, ça évite de partir dans des solutions un peu trop simples. Je vais forcément aller sur le sujet du plastique. Vous en consommez beaucoup. Est-ce que demain, il y a des alternatives? Est-ce que l'innovation, quand même, prend une part de plus en plus importante dans la stratégie d'entreprise? Oui. Alors, l'innovation, ça a toujours été dans nos gènes. C'est important de se souvenir d'où on vient parce qu'effectivement, on oublie rapidement, une fois qu'une innovation est implantée, on oublie rapidement ce qu'il y avait avant. Et en fait, l'innovation, elle apporte un vrai service. L'innovation, vous avez les trois phases, hein, la moquerie, la peur et puis ensuite l'acceptation. Et on travaille beaucoup ces sujets pour continuer et accélérer l'innovation. Ça, c'est pour les produits. Pour ce qui est de la matière première, le plastique a une très mauvaise réputation. Et c'est je me souviens très bien de cette réunion qu'on avait faite il y a une dizaine d'années, où j'avais dit à mes équipes, il y a deux possibilités. Il n'y a plus d'eau, ou l'eau se raréfie et on transforme du plastique, on est mort et c'est fini et ça va mal se terminer. Ensuite, vous avez l'autre façon de voir les choses. C'est que le plastique qui est nocif, c'est celui qui termine dans le nez des tortues et qui est à usage unique. Nos produits ne sont pas à usage unique. Par contre, on a des composants qui sont à usage unique autour de nos produits, dans les emballages. Et ça, on l'a travaillé et on est encore en train de le travailler très strictement. Dans les pays où on se trouve, on a partout trouvé des alternatives d'approvisionnement de plastique recyclé. Donc comme quoi c'est possible. Oui, c'est possible. Et nos produits, ils restent en moyenne entre 10 et 15 ans dans une salle de bain ou dans une cuisine. Donc je considère que le plastique à usage durable n'est pas un problème. Si c'est bien pensé, et c'est là qu'on a rajouté dans nos flux de conception de nouveaux produits, le RSE, donc l'éco-conception des produits, pour qu'ils soient faciles à recycler derrière. Il y a des erreurs à ne pas faire qui ne sont pas forcément intuitives, mais qu'on prend en compte depuis quelques années et qui nous permet d'avoir une fin de vie de nos produits plus efficace. Quand vous voyez l'entreprise, voilà, vous voyez les gens travailler, on se balade, il y a de la vie, qu'est-ce qui vous rend fier? Ce qui me fait plaisir, c'est le sourire sur les visages des salariés. S'ils sourient, c'est que ça se passe bien. Okay. Et si ça se passe bien, le client va être content. Et si le client est content, l'entreprise va être pérenne. Je pense qu'il ne faut pas surjouer l'importance du patron. Il faut un patron dans une entreprise, mais ce n'est pas lui qui fabrique. Ce n'est pas lui qui satisfait le client. C'est d'abord les équipes. Vous êtes quel type de patron? C'est une excellente question. Il faudrait que je pose la question. Deux bras, deux jambes et une tête. Je suis exigeant. Mes équipes vous le diraient sans aucun problème. Je n'aime pas répéter, pour une raison simple, c'est que s'il y a un sujet à traiter et qu'il faut le dire plusieurs fois, ça veut dire que le client potentiellement voit le même sujet et se rend compte qu'on ne le traite pas. Donc j'explique depuis très longtemps, depuis toujours à mes équipes, je ne veux pas me répéter. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire tout de suite, mais il faut que vous preniez en compte que quand je vous dis quelque chose, c'est probablement qu'il y a une insatisfaction potentielle derrière et qu'il faut qu'on traite cette insatisfaction. Ici, on est sur un quai de chargement. Les quais d'expédition, tout à fait. On voit marqué zone export là-bas. Les produits qui sortent de l'usine ici, ils vont où? Qu'en France? Parce que vous disiez que chaque usine, c'est pour le marché, par exemple, français. Oui. Mais est-ce que ça part quand même Alors, ça part, je dirais, à 75% en France. Ensuite, comme c'est l'usine d'origine du groupe, c'est celle qui est la première à livrer les filiales. Okay. Parce que quand une usine démarre, évidemment, on n'a pas l'équipement complet, donc on est en bail plutôt qu'en mec. Et donc, l'usine française étant la plus ancienne, c'est elle qui a le taux de vente à ses sœurs le plus élevé. Et puis, la France livre également les marchés d'Europe du Nord et d'Europe du Sud. C'est votre flotte de camions ou non? Non, ça c'est externalisé. Okay. Trop cher? Non, c'est pas ça, c'est que… c'est une bonne question. On est déjà très intégré.
conçoit nos produits, on les dessine, on fabrique nos moules, on dessine nos moules et on les fabrique. On fabrique nos produits, on les assemble et on les stocke et on les prépare. Et on les package et on les market. Enfin bref, et on vend chez le client. C'est déjà beaucoup de métiers. Plus vous faites de métiers, plus c'est difficile d'être excellent partout. Et si vous n'êtes pas excellent quelque part, quelqu'un va le faire mieux que vous. Et donc, la qualité perçue du client, c'est le plus petit multiple commun de tous vos métiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous rajoutez le métier de trop dans lequel vous ne serez pas bon du tout, le client il verra que vous n'êtes pas bon du tout et il ne dira pas dans ce métier-là, vous n'êtes pas bon du tout, point. Virquin n'est pas bon du tout. Donc, la logistique, c'est un métier un peu spécifique. Si vous avez votre propre camion, il va être plein à l'aller, il va être vide au retour, empreinte carbone doublée. Et on va marquer préserver notre planète et agir pour le futur. Donc en plus, on est en plein dedans. On est complètement. Et ce plan 3S, on l'a lancé en 2016. 3S pour 3S. Simple, Satisfaction et Sustainable. Okay. C'est quoi la suite du coup, Grégory, pour le groupe Virquin? C'est quoi votre ambition? C'est d'ouvrir de nouvelles zones? C'est de doubler les capacités de production? C'est de... Non, c'est pas en termes de capacité. Je pense pas que... Si on a une ambition, il faut qu'elle soit tournée vers l'extérieur. Le risque de toute entreprise, industrielle ou non, de toute entreprise humaine, c'est de se retourner sur soi-même et de se concentrer sur soi-même. Il faut vraiment être tourné vers l'extérieur, être tourné vers les équipes, les gens, les collaborateurs pour savoir s'ils sont heureux, les clients pour savoir s'ils sont satisfaits. Et le doublement de la production, de la capacité industrielle, la montée en efficience, ça, ce seront des résultats du fait que nos équipes et nos clients sont satisfaits. Donc pour moi, la donnée d'entrée, c'est satisfaire. C'est l'un des 3S. Et je pense que la simplicité et le durable, le sustainable, sont deux incontournables pour satisfaire. La satisfaction étant le résultat qui va permettre d'atteindre tous les objectifs derrière. Merci beaucoup en tout cas Grégory Lecomte, c'était super intéressant de pouvoir visiter l'entreprise avec vous. On va se retrouver nous très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.